Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. La société Hanna-Barbera est connue pour avoir produit de nombreux dessins animés dans les années 60 à 80, adaptant des bandes dessinées de l'époque, des romans, des séries live-action, en recyclant leurs propres idées ou même en capitalisant sur des personnalités célèbres. Elles ont même fait une série sur Godzilla en 78. C'est à elle qu'on doit notamment Scooby-Doo, Les Fous du Volant ou encore Le Fantôme de l'espace. Les studios sont aussi connus pour leurs personnages iconiques, Capitaine Caverne, Blue Falcon, Yogi l'ours et plus encore. Et elles ont aussi participé à la popularisation des BD franco-belges aux États-Unis en produisant les premières séries Lucky Luke et les Schtroumpfs. Mais certaines de leurs séries sont encore assez inédites dans les pays francophones, comme le titre que nous étudierons aujourd'hui, Jonny Quest. Les aventures de Jonny Quest, ou The Adventures of Jonny Quest dans la langue d'Alan Menken, est une série d'animation américaine créée par le regretté Doug Wildey pour la Hanna-Barbera. Inspirée d'un feuilleton radiophonique intitulé Jack Armstrong, la série sera diffusée pour la première fois entre septembre 1964 et mars 1965 sur ABC. 13 autres épisodes seront produits et diffusés en syndication entre 1986 et 87. Dans le monde de la diffusion de contenu, la syndication est un système qui consiste à vendre le droit de reproduction et de diffusion à plusieurs diffuseurs, comme par exemple une caricaturiste qui vend ses dessins à plusieurs journaux en même temps. Ça permet de toucher une audience plus large tout en économisant sur les coûts de production et en récupérant les profits. Hanna-Barbera produira 2 téléfilms en 93 et 95, puis The Real Adventures of Jonny Quest, une série de 52 épisodes sur 2 saisons, diffusée pour la première fois entre août 96 et avril 97. Ah ouais, c'est de l'époque où tous les dessins animés tentaient d'être Batman. Cette série est la seule de la licence qui fut traduite et diffusée en France en 97 sur TF1. Si on exclut leur crossover avec Tom et Jerry en 2015 et leur caméo dans les autres séries Hanna-Barbera Warner Bros. Qui ont été renouvelées depuis. Une adaptation live-action avait été prévue par la Warner Bros. Avec Zac Efron et The Rock, mais le projet n'a pas abouti. C'est véritablement un mal au final. Faut dire que la prémisse de la série est typique de son époque. Nous suivons les aventures de la famille Quest, Jonny qui permet aux enfants de se sentir validés, son père Indiana Jonesque Benton, son tuteur ex-agent spécial Race Bannon, Ajit Singh l'orphelin psychiste / caution non caucasienne, et leur chien Bandit. Plus Jessie Bradshaw, introduite dans les épisodes produits en syndication, qui deviendra la fille de Race Bannon à partir des téléfilms. Dans chaque épisode ou presque, ils se rendent dans un lieu quelconque du monde pour enquêter sur un mystère quelconque. Sur place, ils affrontent des organisations pas très amicales, des peuplades à coloniser et des gens pas super recommandables, dont le Dr Zin, leur ennemi le plus récurrent, qui est un mélange entre le Dr No et le Blofeld de Donald Pleasance. Rincé et répété jusqu'à remplir les 26 épisodes commandés. Globalement, la série de 1964 est une série non feuilletonnante où les épisodes se suivent et se ressemblent, tout en se suffisant en eux-mêmes. C'est un peu différent de la série de 96, qui avait une intrigue de fond qui se développait peu à peu. Elle intégrait aussi des éléments de réalité virtuelle avec de la 3D qui pique les yeux typique de l'époque et un vieillissement global des personnages. Parce que les ordis c'est le turfu, t'as vu? Mais comme j'ai pas réussi à trouver la série de 96 en français, on va se contenter de la version de 64. Ce qui nous fera 2 castings 100% masculins sur nos 25 épisodes sortis jusqu'ici. On remonte la pente de la représentation, je suppose. À nos marques. Prêts? Dessinons. Jonathan Jonny Quest est le héros éponyme de la licence. Orphelin de mère, c'est à 11 ans qu'il commence à accompagner son père dans ses aventures à travers le monde. S'il a la mauvaise manie de se mettre en danger par impulsivité typique de son âge, il est aussi le premier à se relever pour renvoyer l'ascenseur à ses attaquants, et c'est même souvent lui qui trouve la solution au problème. C'est vrai que c'est pas tous les préados qui sont aussi compétents en judo, en plongée sous-marine et en maniement d'armes. En même temps, vu comment il a été élevé, tu m'étonnes qu'il s'y connaisse sur autant de sujets atypiques. Il est très protecteur envers son chien Bandit et a une relation très Gumball et Darwin avec Haji, le côté cartoon en moins. Jonny se veut comme l'image d'Épinal du garçon américain des années 50. Blondinet, joyeux, impertinent mais jamais vraiment irrespectueux, doté de la sagesse de la rue à défaut d'avoir celle des livres, et en plus, il a un chien. Et même si la simplicité a du bon, surtout pour un univers où c'est l'aventure qui prime, je pense qu'on peut nuancer un peu. Pour sa coupe de cheveux, j'ai décidé de garder la forme globale mais de les ébouriffer davantage pour correspondre à son rôle de protagoniste principal. Même si l'élément le plus iconique du personnage reste son pull noir pratique pour les équipes d'animation, ça reste un peu trop simple à mon goût.
Je sais qu'il faut savoir rester simple, mais un petit accessoire peut mettre l'élément iconique en valeur tout en modernisant le personnage sans en faire trop. Donc, je lui ajoute une veste courte qui fait un peu pilote d'avion. On parle souvent d'iconisation dans les vidéos, mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne de quoi tu parles. Grossièrement résumé, l'iconisation est le fait d'utiliser un élément de costume pour rendre le personnage reconnaissable. C'était déjà utilisé pendant l'Antiquité grecque avec les attributs divins, mais je peux aussi vous le démontrer en vous laissant deviner qui sont ces personnages rien que par ces éléments. 10 points par personnage reconnu, laissez votre score final en commentaire. Pour en revenir à nos moutons, je pense ne pas ajouter grand-chose de plus, à part peut-être des taches sur le pelage de bandit. Si je devais pitcher un reboot de Jonny Quest, je pense passer à une progression semi-feuilletonnante avec des épisodes d'aventure solo jusqu'à conclure sur une grosse histoire annoncée en amont. Et la première de ces grosses histoires serait la recherche de ce qui est véritablement arrivé à Rachel Quest. Désolée, elle s'est fait un marathon la bande à Picsou récemment, je crois que c'est resté bloqué dans sa tête. Ma version de Jonny resterait donc un petit débrouillard qui a tendance à suivre son père dans ses expéditions. Il se souvient très peu de sa mère à part ce que Benton et Bannon lui ont dit à son sujet. Il n'aime pas le montrer, mais elle lui manque profondément, et certains épisodes seraient l'occasion de le rendre plus vulnérable. Le docteur Benton C. Quest, ne demandez pas à quoi correspond le C parce que je crois que ça n'est jamais adressé dans mes sources, est le père de Jonny et Hadji, respectivement au niveau biologique et adoptif. Il est peut-être un ancien agent gouvernemental à la retraite, ce qui serait l'explication de la raison de la mort de son épouse Rachel et de la présence de Bannon dans la famille. Outre le fait d'être un père typique des années 50, honnête, élégant, poli, patriote et émotionnellement distant, il est aussi un scientifique de fiction. Ce qui signifie qu'il n'a aucune spécialité et maîtrise toutes les disciplines nécessaires à l'intrigue de l'épisode, que ce soit l'ingénierie de pointe, les maths avancées ou la biologie. Mais bien évidemment, il est dévoué au bien-être de l'humanité et refuse que ses inventions ne soient utilisées autrement que pour améliorer la vie des autres. Une telle ligne de travail l'amène souvent à laisser ses fils seuls avec Bannon, mais ça ne l'empêche pas d'être très protecteur avec eux. Ce qui arrive souvent vu que ces deux-là ne ratent pas une occasion de l'accompagner en dépit du danger. Le Dr Benton est un peu un prototype d'Indiana Jones en moins macho, moins chapeauté et déjà père de famille. Il est sympathique, mais on lui décernera pas le titre de père de l'année avant un moment. Un des premiers ajouts auxquels j'ai pensé a été des lunettes. Je sais, ça fait cliché, mais passer plusieurs heures par jour devant des écrans ou un microscope pendant des années, vous verrez ce que ça fait à vos yeux. Oh, vous croyez que ses yeux ont fusionné avec ses lunettes? On ne parle pas de mes lunettes. Celles du Dr Benton m'ont amené à lui mettre une tablette dans les mains. Je sais que ça manque de panache de ne plus avoir de scène de recherche dans une bibliothèque, mais au bout d'un moment, il faut accepter que la technologie a avancé et faire avec. De toute façon, ça ne l'empêchera pas d'être compétent dans d'autres disciplines. Avec une petite préférence pour l'ingénierie tout de même. En dehors de ça, j'ai juste pensé lui faire une coupe un peu plus dynamique et des signes de vieillesse. Entre sa cinquantaine approchant et ses garçons imprudents, il a bien de quoi se faire des cheveux blancs. Dans mon pitch imaginaire, le Dr Benton était effectivement un agent gouvernemental qui s'est mis à son compte après son mariage. Mais au cours d'une affaire peu après la naissance de Jonny, Rachel a disparu et a été proclamée morte. Benton a bien tenté d'élever leur fils loin des aventures et du danger, mais la bonne vieille chance de leur famille l'en a empêché, et depuis, ils font le tour du monde tous les 4 jours. Au fil de l'histoire et des révélations, Benton deviendrait plus honnête envers ses fils et compléterait son deuil. Roger T. Bannon, ou Race pour les amis, est le garde du corps et tuteur particulier de Jonny, même s'il étend sa ligne de travail à Benton, Bandy et Hadji. Agent spécial au service du gouvernement américain, il a été attribué au Quest peu après la mort de Rachel, afin que le Dr Benton puisse poursuivre ses travaux sans avoir à s'inquiéter de la sécurité de son fils. Vous excitez pas les yaoïstes, je rappelle que c'est de l'animation à destination des enfants dans les années 60. Benton et lui sont donc des partenaires de vie hétéros. En attendant, il est bien plus démonstratif envers les garçons et a gagné le titre de meilleure maman de Cartoon Network dans les années 90. Bien qu'étant un combattant très compétent dans plein de domaines,
Il est aussi un pédagogue impliqué qui sait être patient devant l'impertinence de Johnny. Bannon me fait pas mal penser à Butler dans les livres Artemis Fowl d'Owen Colfer, que je vous recommande chaudement, mais par pitié évitez le film comme le Covid, dans le sens où il est techniquement un étranger, mais fait partie intégrante de la famille, au point qu'il est impossible de l'imaginer faire sa vie loin du nid. Même si dans un sens, Bannon a eu son propre enfant avec le personnage de Jessie à partir des téléfilms. Donc voyons comment je traiterai cet archétype à ma propre sauce. Assez étonnamment, Bannon est celui qui a le moins changé parmi les personnages. Même si je suis plutôt contente de la pose que je lui ai trouvée, l'original était très efficace pour son rôle, donc je pense que je n'ai pas eu à ajouter beaucoup pour le faire correspondre à l'esthétique globale. Donc c'est plus une mise à niveau graphique qu'un redesign. Et tu sais à quel point je me suis pris la tête pour trouver un style sympa? Surtout que je sais jamais vraiment à quoi vont ressembler mes sujets quand je commence le travail de dessin. Tout ça pour dire que Bannon sera l'exception du groupe, puisque son principal changement, à part son sourcil coupé, sera au niveau narratif. En effet, j'avais dans l'idée que Bannon était un ancien agent d'un autre pays qui faisait de la concurrence au Dr Benton, jusqu'au jour où ce dernier et Rachel lui sauvèrent la vie au cours d'une affaire compliquée. Pour les remercier, il a rejoint leur rang et leur équipe. Quand Rachel a disparu, il a aidé Benton avec le petit Johnny jusqu'à devenir un second père pour lui, et plus tard Hadji. Compétent dans différents arts martiaux et au combat armé, il est plus serein que Benton quand leurs garçons les suivent ou partent à l'aventure de leur côté. Même s'il a aussi son côté papa ours qui fera une John Wick à quiconque touche sa famille. Est-ce qu'on parle de sa relation avec Jessie? J'ai pas encore réfléchi à la question. On verra ce qu'en pensent les scénaristes. Ajit Singh est un orphelin de Calcutta qui n'apparaît cependant qu'à partir du 2e épisode de la série de 64. Il a été élevé par Pasha Pedler, un marchand indien, avant de se faire adopter par le Dr Benton et de rejoindre la famille Quest. Beaucoup plus réservé et sage que Johnny, c'est un jeune garçon curieux et prudent qui aime apprendre au calme et sert de garde-fou au blondinet. Il n'en reste pas moins son compagnon d'aventure et il a des compétences de combat rapprochées qui lui évitent de finir en DED. Damoiselle en détresse! Potion indienne oblige, il peut charmer les serpents, léviter, hypnotiser les gens et se téléporter. Parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils. Dans pas mal de cultures, le 7e fils d'un 7e fils est supposément doté de pouvoirs divers, incluant entre autres la prémonition, la guérison miraculeuse, l'immunité au poison et plus encore. D'ailleurs, en Argentine, il est prévu par la loi que le 7e fils d'un couple officiellement marié devienne automatiquement le filleul du président afin de ne pas devenir un loup-garou. Pour en revenir à Hadji, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter. Il est juste un quota ethnique comme on en trouve dans toutes les productions ou presque, surtout celles destinées à un jeune public. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de camoufler cette caractérisation maladroite mais pas malveillante. Pour rappel, le personnage se veut être un jeune indien hindou, mais porte un turban sikh et son nom fait référence au pèlerinage musulman vers la Mecque. Même si Hadji peut être un surnom. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Regardez Kim Bagot et Judge Reynolds. Je vous rassure, chers spectatrices, même nous on n'a pas les refs. Va falloir essayer de corriger un peu ce melting pot national géographique, tout en essayant de rester fidèle au style que j'ai choisi. Au départ, j'ai voulu zapper purement et simplement le turban, mais j'ai eu peur de rendre le personnage trop méconnaissable. Donc j'ai essayé d'atteindre un compromis en lui nouant un bandeau large dans les cheveux. Pour sa tenue, j'ai cherché parmi les différentes modes indiennes et j'ai repris un style qui me plaisait particulièrement. Côté histoire, j'imaginais Hadji comme un orphelin vivotant de tours de magie et de petites arnaques à touristes. Il a bien des pouvoirs, mais refuse de les utiliser par peur de l'ostracisation. Comme dans la série originale, il se ferait adopter par les Quest et participerait aux aventures. Ce qui lui permettrait de progressivement accepter ses pouvoirs jusqu'à les maîtriser complètement.
Tout d'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à Barney Jones 123 qui m'a recommandé la série sur DeviantArt. Thank you very much for your help in this episode's making. I hope you enjoyed it. Comme j'ai dit plus tôt, Johnny Quest n'est pas nécessairement le titre le plus connu de la Hanna-Barbera. Même aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est une licence d'arrière-plan par rapport aux Pierres à Feu, Yogi l'ours ou même les Fous du volant. C'est même pas la peine d'essayer la comparaison avec Scooby-Doo. J'imagine que c'est parce que Johnny Quest est un peu trop ancré dans son époque. Faut dire qu'elle coche toutes les cases des histoires de SF aventure à destination d'un jeune public des années 60. Limite, on pourrait se demander si c'était pas un comics à la base. Il faut cependant lui reconnaître que c'était la première série télé du genre avec des personnages humains dessinés de manière réaliste. Ses prédécesseuses avaient une esthétique beaucoup plus cartoonesque et imagée, où n'étaient que des motion comics aussi mal animés que nous. Parce que tu considères qu'on est animés, nous. T'as raison, nous au moins on nous plaque pas des lèvres de chair mal incrustées. Je crois que t'as pas compris où je voulais en venir. Tout ça pour dire qu'en dépit de sa simplicité et son animation très limitée, peut-être à cause d'elle, Johnny Quest n'aura pas d'autre chance au-delà de ses caméos modernes. Mais vu le nombre de remakes et de reboots qui sortent tout le temps, qui sait ce que l'avenir lui réserve? Bon, faudrait commencer par virer Zaslav de tout studio de production de notre monde, mais peut-être que dans quelques années, les aventures de la famille Quest seront considérées comme assez nostalgiquement cultes pour engranger des pépettes auprès d'un nouveau public. De toute façon, Yel pourront difficilement faire pire que Velma, même en faisant exprès. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires, et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier, et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life!